Bonjour à tous, cher public de Mathématiques Parc. Alors aujourd'hui, on va inviter Pierre-Antoine Guilleneuf. Il est déjà invité, il est parmi nous et il va vous parler. Donc, il va nous parler de systèmes dynamiques, un peu de théorie ergonique, de mélange et de toutes ces choses-là. Avant ça, en termes d'événements mathématiques notables, il y a aux Arts et Métiers une exposition sur Claude Shannon et au Palais de la Découverte une autre exposition sur probabilité et jeu. Et je vous invite à aller les découvrir, elles sont en ce moment disponibles. Donc là, je vais laisser la parole à Pierre-Antoine Guilleneuf, qui va nous parler de ce joli sujet autour du système dynamique, des mélanges et du mixeur de votre cuisine. Merci. Vous m'entendez bien là? C'est bon? Le micro? Pas besoin que je parle plus fort. Merci beaucoup pour cette invitation. Ça me fait très très plaisir de parler ici. Donc oui, je vais parler de système dynamique typique. Le titre, c'est « De l'hypothèse ergodique de Boltzmann jusqu'au mixeur de votre cuisine ». Et je vais aussi parler de chats à un moment. Il paraît que ça fait vendre sur YouTube. Donc à un moment, vous aurez des chats. Donc voilà, on m'a demandé de faire des vraies maths. Donc là, vous en avez. Et ouais, c'est estampillé bonne maths. Parce que on va parler du premier théorème. Donc ce théorème-là, qui est dû à Oxtoby et Ulam et qui a été publié dans la revue Annals of Math, qui est l'une des 3-4 revues les plus prestigieuses en maths. Donc ça date de 1941 et ça parle de généricité de l'ergodicité. Donc je vous fais la traduction. Soit E, un polyèdre régulièrement connexe de dimension R plus grande que 2, et mu, une mesure de Lebesgue-Stigliès dans E de dimension R, dans l'espace M de E mu des automorphismes préservant la mesure dans E, les automorphismes métriquement transitifs forment un ensemble résiduel G delta. Donc voilà, ça c'est le premier théorème qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui. Et le deuxième théorème, c'est un théorème beaucoup plus récent qui a, lui, pas encore été officiellement publié dans une revue à comité de lecture. Et ce deuxième théorème parle d'ergodicité stable. Donc voilà, comme on m'a demandé de parler de maths, il y a des maths vraiment sérieuses. Donc voilà ce qu'il y a dans le premier papier d'Oxtoby et d'Ulam. Et là, le théorème 2, je ne sais pas si vous voyez, c'est peut-être écrit un peu petit. Le théorème 2 qu'on voit ici, c'est le théorème des mesures homéomorphes. Donc si vous ne savez pas ce que c'est qu'une mesure de Lebesgue-Stigliès, Oxtoby et Ulam vous le rappellent, c'est une fonction qui vérifie les hypothèses M1 à M5. Et donc ce théorème nous dit que une telle mesure de Lebesgue-Stigliès de dimension R est homéomorphe à la mesure de Lebesgue. Et donc on a deux formulations équivalentes qui sont nommées théorème 2 et théorème 2.1. Et on voit que Oxtoby et Ulam ont beaucoup d'humour puisque l'équivalence entre les deux formulations est évidente. Donc voilà, faut bien rigoler un peu. On est en 1941, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Donc ça, c'est ce que je vais essayer de ne pas faire aujourd'hui. Je vais essayer de mettre ces détails un peu sous le tapis, ces détails sur les mesures de Lebesgue-Stigliès. Et donc la première partie de cet exposé, ça va être essayer de comprendre, je vais vous le remettre, donc essayer de comprendre cet énoncé-là. Donc je ne vais pas tout définir, et je vais essayer de donner un énoncé un peu plus simple de ce théorème. Mais avant ça, je vais parler un petit peu d'histoire des systèmes dynamiques. Donc désolé pour ceux qui ont déjà entendu des exposés un peu généraux de systèmes dynamiques. Ce que je vais dire, c'est complètement bateau. Donc en général, on fait remonter la théorie des systèmes dynamiques à Newton. Et donc, alors j'ai noté la date parce que je n'ai pas beaucoup de mémoire. En 1687, Isaac Newton publie ses principes mathématiques de la philosophie naturelle. Et dans cet ouvrage fondamental, il énonce les 3 lois universelles du mouvement
et la loi de la gravitation universelle. Et ça, c'est complètement génial à l'époque, parce que ça permet de retrouver des choses qu'on connaissait déjà. Donc ça permet de retrouver les lois de Kepler et de calculer analytiquement des trajectoires simples de systèmes. Donc le principe est le suivant. Vous partez d'un système physique isolé et vous commencez par le modéliser. Donc dans le cas d'un système mécanique, vous faites le bilan des forces qui agissent sur système, quitte à faire quelques approximations. Et donc vous mettez ça dans la machinerie newtonienne et ça vous sort une équation différentielle. Cette équation différentielle, vous la résolvez au choix analytiquement. Enfin, si vous pouvez, vous la résolvez exactement. Sinon, vous faites une approximation, vous faites une résolution approchée. Et ça vous donne une solution mathématique. La dernière étape, c'est une étape facile. Vous interprétez cette solution mathématique pour avoir des résultats sur votre modèle initial. Alors aujourd'hui, on ne va pas parler d'équations différentielles, on va parler de suites récurrentes. Donc le principe est le suivant. On se donne X, un espace des phases, qu'on appelle aussi espace des paramètres. Donc pour se donner une idée, par exemple, si le système qu'on considère, c'est une planète qu'on considère ponctuelle dans l'espace, notre espace des phases, ça va être R à la puissance 6. On a besoin de 3 coordonnées pour la position de notre planète, on a besoin de 3 coordonnées pour sa vitesse. Donc voilà, on a un espace des phases grand X, et puis on a une loi d'évolution, f, qui est une fonction qui va de x dans grand X. Et cette loi d'évolution, ça nous dit que si notre système est dans l'état petit x à un certain temps donné, il sera dans l'état f de x à un espace de temps, à un pas de temps supplémentaire. Donc si on se donne un état initial x0 et qu'on définit la suite récurrente par la formule xn plus 1 égale f de xn, ce qu'on va obtenir, c'est que xn, c'est l'état du système au temps n. Donc ça, je pense qu'il faut que je l'écrive parce qu'on va s'en servir un peu dans tout l'exposé. Xn plus 1 égale f de xn. Oula. Et donc on veut étudier la suite xn. Comment elle se comporte cette suite? Alors il faut voir que si on a une équation différentielle, on peut se ramener à ce genre d'équation, par exemple en regardant ce qui se passe toutes les secondes. Si on prend la solution de notre équation différentielle et qu'on regarde ce qui se passe toutes les secondes, on va obtenir une suite récurrente de ce type-là. Pareil, si on a une équation différentielle et qu'on fait une résolution approchée par une bonne méthode, on va obtenir une suite récurrente. Donc ce n'est pas si contraignant que ça de regarder des suites récurrentes. Et finalement, cette vision de la physique ne va pas tellement évoluer pendant un certain temps, et si bien qu'au XIXe siècle, on assiste au succès de la pensée déterministe. Donc, ça, c'est une citation qu'on nous remet un peu à toutes les sauces de Laplace. Donc, en 1840, Laplace déclare « Une intelligence qui, pour un instant donné, connaîtrait toutes les forces dont la nature est animée et la situation respective des êtres qui la composent, si d'ailleurs elle était assez vaste pour soumettre ces données à l'analyse, embrasserait dans la même formule les mouvements des plus grands corps de l'univers et ceux du plus léger atome, rien ne serait incertain pour elle, et l'avenir comme le passé serait présent à ses yeux. » Donc ce que nous dit Laplace ici, c'est que si on était assez intelligent et qu'on connaissait assez bien l'état de l'univers à un instant donné, on pourrait calculer avec autant de précision qu'on le souhaite l'état de l'univers à un instant futur. Et ça, c'est une vision qui va rester pendant le XIXe siècle, mais qui va se faire un petit peu démolir par Poincaré à la fin du XIXe siècle, justement, lorsque Poincaré introduit l'idée de sensibilité aux conditions initiales. Donc voilà ce que nous dit Poincaré en 1908. Une cause très petite qui nous échappe
détermine un effet considérable que nous ne pouvons pas ne pas voir. Et alors nous disons que cet effet est dû au hasard. Et pour qu'on comprenne bien ce qu'il veut dire, il nous donne un exemple en météorologie. Un dixième de degré en plus ou en moins en un point quelconque, le cyclone éclate ici et non pas là. Il étend ses ravages sur des contrées qu'il aurait épargnées. C'est terrible, hein, tout ça. Si on avait connu ce dixième de degré, on aurait pu le savoir d'avance, mais les observations n'étaient ni assez serrées, ni assez précises, et c'est pour cela que tout semble dû à l'intervention du hasard. Donc là, Poincaré nous introduit l'idée de dépendance sensitive aux conditions initiales. Mais finalement, cette idée ne va pas vraiment faire son chemin dans la tête des gens avant des simulations qui sont faites par un météorologue du nom de Lorentz. Donc c'est là qu'on voit que Poincaré était un type vraiment génial, ou alors très chanceux, parce que l'exemple qu'il donne pour illustrer ce qu'il dit, c'est exactement l'exemple qui va populariser son idée une soixantaine d'années plus tard. Donc voilà, au début des années 60, on commence à avoir des ordinateurs et à pouvoir faire des simulations numériques. Et donc Lorentz veut faire des simulations sur l'atmosphère terrestre. Et donc qu'est-ce qu'il fait? Il commence par simplifier ces équations jusqu'à obtenir un système de 3 équations différentielles, donc, qui dépendent de x, y et z. Et puis on a 3 paramètres, sigma, rho et bêta. Donc ça c'est un modèle ultra simple, extrêmement simpliste de l'atmosphère. Et il rentre ça dans un ordinateur, et pour un certain jeu de paramètres sigma, rho et bêta, il obtient une figure comme celle-là, qu'on appelle aujourd'hui un attracteur étrange. Et ce qu'il observe, c'est une dépendance sensitive aux conditions initiales. C'est-à-dire que si on prend deux états initiaux très proches, au bout d'un moment, si on laisse le système évoluer, eh ben, ces états vont se retrouver très loin. Et le comportement des orbites de ces 2 états initiaux, ces 2 comportements vont être complètement différents. Donc, de mon point de vue, cette popularisation de l'idée de ce qu'on appelle aujourd'hui effet papillon, la dépendance sensitive aux conditions initiales, c'est dû principalement à l'arrivée de l'informatique. Pour 2 raisons. La première raison, c'est que ça devient visible, tangible pour les gens. On a des jolies figures comme ça, en forme de papillon. Et donc, on peut expérimenter cet effet papillon, cette dépendance sensitive. Et puis, la deuxième raison, c'est qu'on commence à se dire, si j'ai une puissance de calcul 2 fois plus grande, pendant combien de temps est-ce que mes simulations numériques, est-ce que mes calculs vont avoir du sens? Donc, derrière l'idée de sensibilité, de dépendance sensitive aux conditions initiales, il y a l'idée en fait, que cette dépendance sensitive se fait de manière exponentielle. C'est-à-dire que si au début, j'ai 2 états initiaux qui sont à une distance d l'un de l'autre, si je laisse évoluer mon système pendant un temps t, typiquement, avec plein de constantes, avec certaines constantes de vent, mais la distance entre les 2 points va devenir exponentielle du temps fois d. D'accord? Donc si j'ai 2 fois plus de puissance de calcul, ça veut dire que je vais diminuer mon d par 2. Pendant combien de temps supplémentaire est-ce que mes simulations vont avoir du sens? Eh bien, pendant un temps qui va être typiquement log 2. Donc mes simulations vont avoir du sens pendant un temps supplémentaire de seulement log 2. Donc j'ai multiplié par 2 ma puissance de calcul et j'ai seulement additionné le temps pendant lequel les simulations vont avoir du sens. Donc cette exponentielle qu'on a devant fait qu'il va falloir augmenter énormément notre puissance de calcul pour que ces simulations aient du sens.
Et ça, en fait, jusqu'aux années 50, quand on n'avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas beaucoup de moyens d'augmenter sa puissance de calcul. Hein. À moins d'embaucher 10 types pour faire les calculs à sa place. Mais là, c'est pareil, 10 types, au bout d'un moment, enfin, on se retrouve vite bloqué parce qu'on ne va pas pouvoir embaucher 100 types pour faire les calculs. Tandis qu'à partir des années 60, on commence à se dire « Ah oui, non mais les ordinateurs vont évoluer, donc je vais pouvoir augmenter ma puissance de calcul, qu'est-ce que ça va donner ?» Et justement, avec cette idée de dépendance sensitive aux conditions initiales, bah, finalement, ça ne va pas changer grand-chose. Donc voilà, à partir des années 60, on assiste à un espèce de boom de la théorie des systèmes dynamiques lié à cette idée d'effet papillon. Et à partir de ce moment-là, les gens vont se mettre à penser en termes de dépendance sensitive aux conditions initiales. Jusque à peu près aux années 60, les gens connaissaient les idées de Poincaré, mais étudiaient pas forcément les problèmes de physique selon ce point de vue-là. À partir des années 60, on va commencer à avoir des études systématiques de savoir si tel ou tel système présente une dépendance sensitive aux conditions initiales. Je voudrais qu'on réfléchisse un tout petit peu à cette idée en regardant ce qui se passe pour la fécondation. Pensez juste à ce qui se passe au moment d'une fécondation. Il y a des millions de spermatozoïdes et on a un ovule. Et au moment de la fécondation, il y en a un seul qui va fusionner. Donc, en un certain sens, il y avait une chance sur plusieurs millions que ce soit celui-là. Donc nous, chacun de nous, on avait une chance sur plusieurs millions d'être là. Et il faut penser qu'il y a eu ça sur des générations et des générations derrière. Donc nous, chacun de nous, on avait, en un certain sens, presque aucune chance d'être là. Et ça, c'est un peu l'idée de cet effet papillon. On n'avait aucune chance d'être là. Ce qui arrive en ce moment n'avait presque aucune chance d'arriver. Et ça, on peut presque dire que si on n'avait aucune chance d'être là, bah, c'est peut-être qu'on a un peu de chance. C'est qu'on est peut-être un petit peu chanceux d'être là. Donc finalement, j'en reviens aux maths un petit peu plus quand même. Donc Poincaré nous dit que pour certains systèmes, il est complètement impossible de prévoir précisément, je crois que là il y a une phrase qui ne veut rien dire, le comportement du système à long terme. Donc ça c'est l'idée de dépendance sensitive aux conditions initiales. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à la fin de chacune de ces phrases, Poincaré dit cet effet est dû au hasard. Donc là on a hasard, à la fin on a hasard aussi, puis j'ai employé le mot chance. Donc en un certain sens, c'est cette dépendance sensitive aux conditions initiales qui va justifier l'utilisation des probabilités. Puisque c'est à partir de ça que va naître le hasard. Donc, en un certain sens, pour Poincaré, si on a un système qui est chaotique, en fait, on va pouvoir faire émerger une certaine régularité de ce système. Et cette régularité, on appelle ça les probabilités ou le hasard. Et ça, ce point de vue de Poincaré, ça va lancer en un certain sens l'étude qualitative des systèmes dynamiques. On ne va pas chercher à résoudre les équations comme le faisait Newton, on va plus chercher à comprendre comment fonctionne le système, à pouvoir dire quelque chose de ce système. Donc oui, on ne va pas résoudre les équations, mais on va essayer de comprendre comment ça marche, se faire une idée de comment fonctionne ce système. Donc là on voit qu'il y a trois idées chez Poincaré. La première, c'est on a une dépendance sensitive aux conditions initiales. La deuxième, donc, c'est ce qui justifie l'introduction des probas. Et la troisième, c'est mais dans ces cas-là, ça n'a pas vraiment de sens de résoudre les équations, mais par contre, je vais pouvoir dire des choses intelligentes en essayant d'exhiber des propriétés qualitatives des systèmes. Et ça, c'est en un certain sens, c'est une révolution pour Poincaré, enfin, de la part de Poincaré. Et donc, on va se mettre à essayer de comprendre comment fonctionnent les systèmes plutôt que d'essayer de résoudre les équations.
Et ça, c'est un peu une idée que j'aimerais bien que les gens comprennent, que cette idée se diffuse dans le grand public. Parce que souvent, quand on est matheux, on nous dit « Ah oui, tu fais des maths, donc tu adores les chiffres. » Pas forcément. Justement, parfois les chiffres, ça ne veut pas dire grand-chose. Et moi, je préfère dire que je préfère produire des idées et essayer de comprendre comment les choses fonctionnent plutôt que d'essayer de calculer. Bref, on va essayer de comprendre la question suivante. On se donne un système qui, a priori, va être chaotique et on va essayer de comprendre le comportement statistique de ce système. Est-ce qu'il y a des questions sur cette question? Pas de questions. Ok, donc là, ça va être un slide avec pas mal de maths. Donc, dans notre cadre, pour cet exposé aujourd'hui, l'espace des configurations X, ça va être le tore. Alors, je vais essayer de vous faire un dessin. Et on va le voir comme étant le carré, auquel on va identifier les bords. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Bon, je vais essayer de faire ça avec une feuille. Bon, elle n'est pas très belle. Imaginez que ça c'est un carré. Ouais, c'est ça. Hein. Donc vous commencez par identifier le bord gauche et le bord droit. Donc ce que ça vous fait un tube comme ça. Et après vous identifiez les deux bords, celui-là et celui-là. Bon là je ne vais pas pouvoir le faire avec ma feuille. Mais vous imaginez bien que ça vous donne quelque chose qui a la forme d'une chambre à air. Ok? Donc ça, c'est l'image qu'il faut se faire dans sa tête de la forme de notre espace, de sa topologie. Par contre, quand on va faire les calculs, on va faire les calculs en coordonnées. Donc on va se placer dans le carré en gardant en tête que, en fait, 0 est égal à 1. Ok? Bon, le tore est muni d'une mesure d'air A, ça c'est facile. Bon, j'ai même pas besoin de l'écrire, je pense. La loi d'évolution F est une bijection continue. Donc, si c'est une bijection en particulier, ça va nous dire que notre système est réversible dans le temps. Et puis, on a une dernière hypothèse, on suppose que F préserve l'air. Donc ça, c'est écrit là. Ça veut dire que si je prends un sous-ensemble du tore, A, l'air de l'image de A va être égal à l'air de A. D'accord? Alors j'ai oublié de le dire, la loi d'évolution, quand c'est une bijection continue, dans ce cas-là, on appelle ça un homéomorphisme. Et le fait que F préserve l'air, on dit que dans ces cas-là, F est conservatif. Donc on va s'intéresser aux homéomorphismes conservatifs. Que je vais parfois écrire homéo-conservatif. Donc cette hypothèse de préservation de l'air, en physique, ça correspond à une préservation d'une certaine énergie. Donc en général, on dit qu'un système qui n'est pas conservatif, il est dissipatif, donc ça va correspondre à des pertes d'énergie. Et bien là, on va regarder uniquement des systèmes qui vont préserver une certaine énergie. Et puis, par la suite, on va étudier 3 propriétés, la transitivité, l'ergodicité et le mélange. Ça, on en parlera un petit peu plus tard. Donc, je vous ai donné 3 exemples de systèmes conservatifs. Donc, le premier exemple, c'est les billards. Donc, voilà un exemple de système qui peut rentrer dans notre cadre d'homéomorphisme conservatif. On peut penser aussi à un système mécanique, les systèmes hamiltoniens, en particulier les systèmes à n corps. Donc, on prend n corps dans l'espace, soumis à la gravitation, et on regarde comment ça évolue. Et puis, ça c'est un peu l'idée que je me fais personnellement des homéomorphismes conservatifs. Enfin, c'est avec ça que je me fais une image mentale de comment ça fonctionne. C'est un fluide incompressible remué périodiquement.
Donc un homéomorphisme conservatif, en fait, comment voir le fait que c'est conservatif? Eh ben, faut penser en fait à un fluide type de l'eau qu'on va mélanger. Et donc l'eau, comme c'est incompressible, on ne peut pas faire ce qu'on veut, on ne peut pas écraser. Et donc ça correspond au fait que c'est conservatif. Et puis j'avais parlé de 3 propriétés, la transitivité, l'ergodicité et le mélange. Donc ça va être 3 propriétés qui vont nous permettre de mesurer à quel point notre système est chaotique. Donc la première propriété, c'est transitivité. On dit qu'une fonction, justement là ça va être un homéomorphisme conservatif. On dit que f est transitif s'il existe un point x0 dont l'orbite est dense. Donc je rappelle que l'orbite, je l'ai écrit ça, je ne l'ai pas écrit. Cette suite récurrente là, on l'appelle l'orbite de notre système. Et donc on dit que f est transitif si cette suite-là, pour une certaine condition initiale x0, cette orbite va être dense dans le tor. Et donc je vous ai dit, je vous ai rappelé ce que ça veut dire que dense. Donc là il y a plein de quantificateurs. Je vais peut-être faire un petit dessin. On dit qu'une orbite est dense si elle est proche de n'importe quel point. Donc je me donne un point y dans le tor. Je me donne un epsilon positif, donc je me donne un petit disque autour de y. Et dire que l'orbite est dense, c'est dire que pour chaque choix de y et de epsilon, je vais trouver un élément de mon orbite qui va passer dans ce petit disque. Et ça va être vrai pour n'importe quel disque. Pour chaque petit disque, je vais trouver un point qui va passer proche. Et puis, j'ai une caractérisation de cette propriété de transitivité qui nous dit qu'un système est transitif seulement si il est indécomposable au sens topologique. C'est-à-dire que les seuls ouverts invariants par f sont soit vides, soit denses. Donc là, je pense qu'il faut que je rappelle ou pas ce que c'est qu'un ouvert. On dit qu'un ensemble O inclus dans le tor est ouvert. Voilà. Si, quel que soit x dans cet ensemble, il va exister un epsilon strictement positif tel que le petit disque de centre x et de rayon epsilon, je note b de x epsilon, est inclus dans O. Donc si j'ai un ensemble, si je dessine mon ensemble O comme ça, je prends un point x dans O, je vais pouvoir trouver un petit disque. Mon dessin est tout pourri. Je vais refaire mon petit disque, hop, pour qu'il soit bien en haut. Donc voilà, là j'ai mon point X en blanc. Est-ce qu'au fond vous arrivez à me lire? Oui? Vous avez l'air content. Bon. Donc c'est pas grave si vous ne comprenez pas tout à fait cette définition d'ensemble ouvert. Je pense qu'on va pas. Enfin, je vais essayer de faire en sorte qu'on n'en ait pas besoin pour comprendre la suite. Et puis la deuxième propriété dont je voudrais parler, c'est l'ergodicité. Donc là, je vous donne d'abord une définition avec les mains. On se donne un état initial tiré au hasard dans le tor. Et on veut savoir comment se répartit statistiquement l'orbite de ce point-là. Et si cette orbite se répartit uniformément dans le tor, pour presque tout x0, on dit que f est ergodique. Donc ça, c'est un peu relié à ce dont on parlait tout à l'heure avec Poincaré. Du chaos naît le hasard. Et ben là, c'est un peu cette idée-là. Notre application qui sera ergodique, en un sens, elle va être chaotique. Et si l'orbite se répartit uniformément, ça veut dire que
en un certain sens, le point, l'orbite de Xn va se répartir au hasard. Un peu plus formellement, on dit qu'une application est ergodique s'il existe un ensemble E dans le tor, d'air égale à 1, tel que pour tout x0, pour toute condition initiale dans cet ensemble E, l'orbite partant de x0 se répartit uniformément dans le tor. Et donc là, je vous ai donné une définition formelle de ce que c'est que se répartir uniformément. L'orbite de x0 se répartit uniformément si à chaque fois que... Là, je peux refaire le même dessin en fait. Je crois que la brosse a été écrasée. La pauvre. Paix à son âme. Donc je me donne, typiquement, je vais me donner un petit domaine B dans le tor. Et donc on dit que x0 se répartit uniformément si pour tout domaine B, la fréquence des points de l'orbite entre les temps 0 et n-1 qui appartiennent à cet ensemble B, cette fréquence va être proche de l'aire de B lorsque le temps tend vers l'infini. C'est ce que dit cette formule-là. Donc, je vous ai fait un dessin pour qu'on comprenne bien ce que c'est. À gauche, ce n'est pas ergodique. Enfin, l'idée qu'on veut s'en faire. À gauche, on a un truc qui ne ressemble pas à un truc ergodique. Et à droite, on a un truc qui ressemble à un truc ergodique. Donc à gauche, j'ai tracé l'orbite d'un point x0. À droite, j'ai tracé l'orbite d'un point x0. Et là, à droite, on a l'impression que cette orbite se répartit uniformément dans le carré. Et puis tout à l'heure, on avait, c'est là, une caractérisation de la transitivité en termes d'indécomposabilité, c'est pas facile à dire. Et ben, on a la même caractérisation pour les systèmes ergodiques. Un système est ergodique si et seulement si il est indécomposable au sens métrique. C'est-à-dire que les seuls mesurables invariants par f sont d'air nul ou total. Alors, si vous ne savez pas ce que ça veut dire mesurable, et je suppose que la plupart d'entre vous ne savent pas ce que ça veut dire, c'est pas grave. C'est un ensemble dont on peut mesurer l'air. Mais ce théorème de Birkhoff, c'est un théorème fondamental qui a un peu... il date des années... Ah oui, c'est écrit. Il date des années 30. Et c'est un peu ce théorème qui a lancé la théorie ergodique. Avec ce théorème, on voit qu'en un certain sens, transitif et ergodique, c'est pas si loin que ça. Ces deux notions. La différence entre les deux, c'est un peu la même différence qu'il y a entre un ensemble ouvert et un ensemble mesurable. Donc voilà ce qui est pour l'ergodicité. Essayez de garder ça en tête. On en reparlera. Et puis, la troisième propriété de chaos des applications dont je voudrais parler, c'est le mélange. On dit qu'un homéomorphisme F est mélangeant si pour tout ensemble A inclus dans le tor, les ensembles Fn de A, donc les itérés de A par F, se répartissent uniformément dans le tor. Alors ça, c'est un point de vue un petit peu différent. Avec les deux propriétés précédentes, on regardait les orbites de points. Pour la transitivité, l'orbite était dense dans le tor. Pour l'ergodicité, l'orbite se répartissait uniformément dans le tor. Pour le mélange, on ne va pas regarder des orbites de points, mais on va itérer des ensembles A. Et puis, quand on itère cet ensemble-là, si notre application est mélangeante, à partir d'un certain moment, l'ensemble Fn de A va être bien réparti dans le tor. Donc ça, j'ai donné une définition formelle. Qu'est-ce que c'est qu'être bien réparti dans le tor? Alors, typiquement, on va obtenir quelque chose qui a cette tête-là. Alors, je vais essayer de ne pas trop me planter. Donc là on fait l'identification ici à ici. Donc on peut... c'est comme quand on joue à Snake. Hein, quand on sort par là, on re-rentre par là. Donc on va re-rentrer par là. Hop.
Il y en a qui ne connaissent pas ce jeu-là? Vous êtes trop jeunes? Donc voilà un peu ce qu'on... Ah. Donc voilà un peu ce qu'on va obtenir. Donc ça c'est Fn de A, cet ensemble-là. Et donc si j'itère encore une fois, j'ai plus de place. Si j'itère encore une fois, je vais avoir un truc qui a cette tête-là. Et on dit que cet ensemble se répartit uniformément si quand je prends un domaine B, l'aire du domaine blanc, enfin l'aire de l'intersection du domaine blanc avec le domaine B va être proportionnelle, enfin va être proche de l'aire du domaine blanc fois l'aire du domaine vert. Voilà. Donc on a trois propriétés qui mesurent la tendance chaotique de notre application et on a la chaîne d'implication suivante. Si on est mélangeant, alors on est ergodique. Si on est ergodique, alors on est transitif. Alors, pour démontrer ça, c'est super facile. En tout cas, ergodique implique transitif. Quand on est ergodique, ça veut dire que pour la plupart des points de départ, l'orbite va être uniformément répartie. Si elle est uniformément répartie, ça veut dire qu'elle va être dense. Donc on a trouvé une orbite dense, on est transitif. Si maintenant on est mélangeant, alors là c'est peut-être le seul moment où je vais utiliser le théorème de Birkhoff. Si on est mélangeant, je veux démontrer que le seul ensemble mesurable invariant par F est d'air nul ou d'air total. Donc je prends un ensemble A inclus dans le tor. Je suppose que l'aire de A est strictement positive. Et maintenant je regarde ce qui se passe. Voilà, j'ai le mélange. J'applique ça à B égale A. J'obtiens. Alors je suppose que l'aire de A est strictement positive et je suppose que A est invariant par F. Ce qui signifie que f de A est égal à A. Donc je réécris cette équation. A de l'aire de Fn de A intersecté avec A, ça tend, lorsque n tend vers l'infini, à l'aire de A fois l'aire de A. L'aire de A au carré. Si j'ai f de A égale A, je peux encore appliquer f, ça me fait f carré de A égale f de A égale A. Donc Fn de A est égal à A. Donc j'obtiens l'aire de A inter A. A inter A, ça fait A. Donc l'aire de A tend, lorsque n tend vers l'infini, vers l'aire de A au carré. Bon. On peut écrire un signe égal ici, du coup. Et puis, il n'y a pas 36 000 nombres qui vérifient x égale x carré. Il y a 0 et 1. A, l'aire de A est strictement positive, donc l'aire de A est égale à 1. Fin de la preuve. L'aire de A est égale à 1. J'applique le théorème de Birkhoff. Si j'ai un mesurable invariant par f qui est d'air non nul, alors il est d'air égal à 1, autrement dit d'air total, et donc mon système est ergodique. Donc voilà, on a une espèce de règle un peu nulle pour mesurer à quel point notre système est chaotique. La règle est un peu nulle parce qu'on a seulement 3 graduations. On a la graduation, enfin, est-ce qu'on a que 3? Non, on en a 4. On a la graduation non transitif, on a la graduation transitif mais pas ergodique, on a la graduation ergodique mais pas mélangeant, et on a la graduation mélangeant. Donc on a 4 graduations pour mesurer à quel point notre système est chaotique. Et là je vous donne quelques exemples.
Donc le premier exemple, c'est la rotation sur le cercle. Donc c'est tout bête, hein. Rotation d'angle alpha. Alors en dynamique, ça peut paraître surprenant, mais on aime bien prendre des angles mesurés en tours. Donc alpha va être compris entre 0 et 1. Okay, on se place modulo 1. Donc pour une rotation d'angle alpha, avec alpha irrationnel, cette rotation est ergodique, mais pas mélangeante. Là, non, je ne vais pas le faire. Je vais juste donner des idées de preuve pour montrer que c'est transitif. Exercice pour demain. Ok. En fait, il suffit juste d'utiliser le principe des tiroirs de Dirichlet. Et on démontre que l'orbite de 0, par exemple, est dense dans le cercle. Pour montrer que c'est ergodique, c'est un peu plus chaud. Je pense que vous n'avez pas encore vu ça. Il faut utiliser les séries de Fourier. Donc voilà. Si certains d'entre vous connaissent les séries de Fourier, ça peut être un autre exercice pour demain. Je ne garantis pas de répondre aux mails le dimanche. Et puis, un deuxième exemple. Voilà, le chat que j'avais promis, il est là. C'est l'automorphisme linéaire du tore. Donc A, c'est la matrice 2, 1, 1, 1. Autrement dit, si j'ai un point de coordonnées x, y dans le tore, faut pas que je me plante, hein. J'aurais l'air ridicule. Je me suis planté. Ok. Donc ça, on voit que c'est une application qui va du tore dans le tore. Donc si je prends x et y, deux nombres entre 0 et 1, je regarde 2x plus y et x plus y, et puis ça, je fais modulo 1. Et ce qui est assez magique, c'est que si j'ajoute un point dont les coordonnées sont entières à gauche, à droite, ça va m'ajouter aussi un point dont les coordonnées sont entières. Donc là, on dit qu'on peut passer au quotient, et donc ça nous fait une application qui va du tore dans lui-même. Et ça, c'est traditionnel en système dynamique. Lorsqu'on veut visualiser comment agit cette application, eh ben on fait ça sur une image de chat. Parce que la première fois qu'on a fait ça, c'est dans un livre d'Arnold, entre autres. Et maintenant, on appelle ça l'application du chat d'Arnold. Donc voilà, ça c'est une image de chat. C'est ce qu'on obtient, enfin c'est ce qu'on a au temps 0. Et puis je lui applique A à mon pauvre chat. Voilà ce qui se passe. Puis je lui applique encore A. Donc là, il commence à être bien tordu, le pauvre. Et puis encore, puis encore. Et puis voilà. Là, on voit que le chat est complètement mélangé. Donc c'est un peu ce qui se passe quand si on avait un pot enfin pas de peinture blanche, mais si de la peinture blanche, et puis qu'on met des pigments à un endroit du pot, puis on mélange, puis au bout d'un moment, c'est mélangé. Là, notre chat, c'est pareil. Et puis un truc amusant, c'est que si on continue, il réapparaît. Et puis évidemment, si on a ça au bout de 15 fois, au bout de 30 fois, notre chat revient. Alors ça, je ne vais pas expliquer pourquoi. En tout cas, pas pour l'instant. J'ai perdu ma brosse. Allez là. Ça va être le fil rouge de l'exposé, c'est l'histoire de la brosse. Donc là, ce qui se passe avec le chat, c'est un peu la morale Tex Avery, hein.
on peut faire n'importe quoi à notre chat, on peut le mélanger. Au bout d'un certain temps, il revient comme il faut, en pleine forme, prêt à chasser les souris. Donc ouais, ça, on parlera peut-être un peu de ce phénomène à la fin, parce que là en fait, c'est une simulation numérique que j'ai faite et ça bug complètement, parce que notre application A, on sait qu'elle est mélangeante. On peut faire les calculs, c'est mélangeant. Alors que là, sur la simulation, on voit que notre chat, au bout d'un temps 30, il n'est pas du tout mélangé. On aimerait bien qu'il soit mélangé pour de vrai. Voilà, on en parlera peut-être plus tard. Et puis une dernière chose avant de passer aux vraies maths, si on peut dire ça comme ça, il faut que je définisse ce que c'est qu'un système générique. Donc le principe, c'est que si on a un système physique, en fait, les équations qu'on a pour système, c'est jamais les vraies équations pour lesquelles ce système est régi. Par exemple, si on considère la Terre et le Soleil, il va y avoir des perturbations extérieures qui vont être données par les autres planètes, par des étoiles plus loin, et puis finalement, les équations newtoniennes, ça marche, c'est pas si exact que ça, il faudrait faire de la relativité, enfin... Voilà, donc à chaque fois qu'on fait une modélisation d'un système, le vrai système, c'est pas exactement celui-là. C'en est un qui est un peu proche. Donc, là, j'ai F. Et en fait, le vrai système qui régit, la vraie loi qui régit mon système, c'est un G, mais qui est proche de F. Donc on commence à se dire, oula, mais j'ai pas F, j'ai G. Alors, est-ce que je peux quand même dire quelque chose de mon système? Donc, la philosophie, c'est la suivante. Je prends F, je prends un petit voisinage de ma loi F, donc ça, c'est petit. Et je choisis une loi, en un certain sens, au hasard, dans ce petit voisinage, et je veux étudier comment ça se comporte. D'où la question, quelle est la dynamique d'un système générique? Quelle est la dynamique de la plupart des systèmes? Alors, dans un exposé à l'ICM, il y a Étienne Gis qui parlait de trois étapes dans la théorie des systèmes dynamiques. La première, c'est Newton, avec ses lois d'évolution. La deuxième, c'est Poincaré, avec l'idée que on a un système, mais on ne veut pas résoudre les équations, on veut juste dire quelque chose de ce système. Et puis la troisième étape, c'est elle a un peu été initiée par Smail. J'avais noté des noms, j'ai oublié. Tant pis. Smail, Tom et aussi Andronov, qui nous dit, alors, on n'a pas de système, on ne connaît pas notre point de départ, mais on veut quand même dire quelque chose. Donc voilà, on ne connaît pas notre loi, on ne connaît pas notre point de départ, mais on veut quand même dire quelque chose de l'évolution de notre système. Et ça, c'est un peu lié... alors voilà, on commence à rentrer dans le titre de l'exposé. Ça fait une introduction un petit peu longue. Donc ça, c'est relié à l'hypothèse ergodique de Boltzmann, qui nous dit « Le temps passé par une orbite du système dans une région est proportionnel à son volume ». Donc ça, c'est l'ergodicité, ce qu'on lit là, dans Boltzmann. Bon, le mot n'existait pas forcément à l'époque, mais ça revient à l'ergodicité. Et donc on a envie de dire, on aurait envie de démontrer mathématiquement que l'ergodicité, c'est le cas général parmi les lois d'évolution. Donc ça, cette hypothèse ergodique de Boltzmann, ça avait été introduit lorsqu'on regarde ce qui se passe pour les gaz. Donc là, j'ai une enceinte, ça c'est pas le torse, c'est une enceinte carrée avec un gaz dedans. Donc on a plein de particules qui vont dans tous les sens. Qui s'entrechoquent dans tous les sens. Et on suit une particule. On suit celle-là. L'hypothèse ergodique, c'est que quand on suit cette particule au cours du temps,
les positions de cette particule vont se répartir uniformément dans la boîte. OK? Et donc ça, c'est un peu, c'est exactement dire que le système est ergodique. Et donc ça a donné lieu à une conjecture de Birkhoff et Hopf. Et, oui, j'ai pas dit ce que c'était qu'un système générique. Donc il faut que je définisse quand même ce que c'est qu'un système générique. Alors, si vous ne comprenez pas la définition, en fait, je vous ai donné des propriétés qui font qu'une notion de généricité est bonne. Donc vous pouvez penser à la généricité de ce point de vue-là. On a deux conditions. Une propriété générique doit être vérifiée sur un ensemble dense d'homéomorphismes. Et la deuxième condition, excusez-moi, c'est que si on a deux propriétés P et Q qui sont génériques, alors le fait d'avoir à la fois P et Q, c'est aussi générique. Alors là, j'ai fait un dessin de ce que... En fait, il n'est pas si bien que ça, ce dessin. Il faut plutôt voir ce dessin-là. Donc, j'ai ma loi initiale F et j'ai G proche. Donc, je veux savoir ce qui se passe pour la plupart des G proches de F. Et maintenant, je fais un zoom sur G et je regarde comment G agit sur le tore. Donc là, j'ai mon tore. Et je regarde un point X que je tire au hasard, ici. Et donc, j'ai mon G qui est en un certain sens tiré au hasard. J'ai mon point X qui est en un certain sens tiré au hasard. Et je veux savoir que devient l'orbite de X. Est-ce qu'elle va se répartir uniformément sur le tore? Alors, pour rentrer un petit peu plus dans les détails sur la notion de généricité et donner une définition mathématique un peu plus formelle, on mesure la distance entre deux homéomorphismes avec la distance uniforme. Vous avez peut-être déjà vu ça. Est-ce que c'est la peine que je le note? Ouais, j'ai encore perdu ma brosse. Bon, je le note. D de Fg, c'est le max pour x appartenant au tore de la distance de f de x à g de x. OK? Et on dit qu'une propriété est générique si elle est vérifiée sur une intersection dénombrable d'ouverts denses d'homéomorphismes conservatifs. Voilà, donc c'est pour ça que je vous ai dit que vous pouvez penser à la définition à partir de ces deux propriétés. Mais en pratique, je vais essayer de donner une preuve de généricité, en tout cas des idées de preuve. La partie compliquée pour démontrer qu'une propriété est générique, c'est de démontrer que si je me donne une loi F, alors je vais trouver une loi G qui vérifie la propriété que je veux, aussi proche que je veux de F. OK? Donc en fait, on va surtout s'attarder sur la densité. Et c'est ça le vrai cœur du problème dans le cas qui va nous intéresser. Donc voilà, résumé de l'épisode précédent. On a un système physique et on veut connaître son comportement à long terme, à la Poincaré. On veut connaître son comportement qualitatif. On modélise ce système par un homéomorphisme générique. Puisqu'on ne sait pas quel est ce système exactement, on prend quelque chose de générique. Et on veut savoir à quel point ce comportement est chaotique. On veut savoir si c'est ergodique. On veut, en un certain sens, justifier l'hypothèse ergodique de Boltzmann et aussi, en un certain sens, justifier l'introduction des probas. Et puis, là, on a trois outils de mesure, la transitivité, l'ergodicité et le mélange. Et donc, le théorème d'Oxtoby-Ulam, celui qui était dans le premier slide tout à l'heure, et là, je l'ai reformulé dans des termes plus simples. L'ergodicité est générique parmi les homéomorphismes conservatifs. Donc ça justifie en un certain sens l'hypothèse ergodique et aussi un petit peu l'introduction des probabilités. Donc là, vous avez des photos de Oxtoby et d'Ulam. Donc ça, c'est la photo de Ulam, c'est la photo de son pass pour le projet Manhattan. Et en fait, on ne va pas démontrer ce théorème-là parce que c'est un peu trop compliqué, il y a de la théorie de la mesure. Donc on va se contenter d'un théorème un peu plus simple qui dit que la transitivité est générique parmi les homéomorphismes conservatifs.
Alors, pour démontrer ce théorème, en fait, on va faire de la combinatoire. Et j'ai besoin du théorème du lemme des mariages. Et donc, je vais commencer par expliquer le lemme des mariages. Donc voilà, le principe est le suivant. Vous êtes le chef d'une agence matrimoniale et vous avez d'un côté les filles et de l'autre côté les garçons. On a besoin d'un graphe bipartite, donc c'est comme ça. Donc vous avez une famille de filles, une famille de garçons, et tous les jours, les filles désignent les garçons avec qui elles pensent pouvoir bien s'entendre. Et donc là, hop. Voilà. Bon, le premier jour, elles sont toutes folles d'Isaac. Bon, il a quand même la classe, Isaac. Hein. Et en fait, ça ne marche pas du tout. Parce que vous, votre but, ça va être d'associer à chaque fille un garçon. Et d'associer de manière injective, si on veut. Donc à chaque fille, on veut associer un seul garçon. OK ? Donc là vous n'êtes pas du tout content. Hein. Donc vous demandez aux filles de revoir leur copie, parce que là, c'est sûr, ça ne va pas marcher. Donc vous faites ça. Enfin, les filles vous rendent ça. Mais là, il y a toujours un problème, parce que si on regarde bien, Pierre, Simon et John, les pauvres, ont été choisis par personne. Ce qui fait qu'au total, vous avez 1, 2, 3, 4 garçons choisis par les 5 filles. Et donc là, vous ne pouvez pas associer à chaque fille un garçon unique, enfin de manière injective. Donc il faut encore changer un truc. Et donc là, vous voyez, on a rajouté des... comment dire ça ? Bon, on a rajouté des traits. Donc là, on a bien 5 garçons, c'est bien ça ? Ouais. Donc on a autant de garçons choisis que de filles, donc on pourrait se dire qu'il y a une chance que ça marche. Alors je vois qu'il y en a qui cherchent, voir si ça peut marcher ou pas. Et bien, en fait, ça ne marche pas, parce que si on regarde les 3 premières, et puis on regarde les garçons qui sont choisis par ces 3 premières, il n'y en a que 2. Alors dans ce cas-là, ça ne va pas marcher. Et donc on en déduit une condition nécessaire pour que ça puisse marcher. À chaque fois que vous prenez un ensemble de filles, un sous-ensemble F', l'ensemble des garçons qui vont être associés à cet ensemble de filles va être de cardinal plus grand que l'ensemble de filles que vous avez au départ. Et ce que dit le lemme des mariages, c'est que cette condition nécessaire est suffisante. Bon, là, je vous ai donné, après l'énoncé mathématique, si on a 2 ensembles finis F et G, avec une relation R entre les éléments de F et G, donc F c'est filles, G c'est garçons, la relation R c'est les traits qu'on avait tracés, avec la propriété que, alors ce truc-là c'est la condition nécessaire, à chaque fois que je choisis un ensemble de filles, l'ensemble des garçons qui y est associé est de cardinal plus grand, alors on va trouver une injection des filles dans les garçons, telle que pour tout F, eh bien, le garçon qui est associé à la fille F soit bien en relation avec F. OK ? Ça, c'est pareil. J'ai encore un peu de temps. Est-ce que je fais la preuve ? Allez, on peut peut-être faire la preuve. Je vais vous donner des idées de la preuve. Et puis vous écrirez ça chez vous pour demain. Idée de la preuve. On fait ça par récurrence. Sur le cardinal de l'ensemble des filles. Peut-être... Oh, non. En fait, on a 2 cas. Premier cas, donc j'écris pas l'hypothèse de récurrence, vous le ferez chez vous. Il existe un sous-ensemble F' de filles tel que le cardinal de l'ensemble des garçons
qui sont associés à f. Alors la relation, je l'ai notée dans quel sens? Telle que frg tel que il existe f appartenant à f' tel que frg, ça c'est égal exactement au cardinal de f'. Alors bien sûr, j'ai pris cardinal de f, j'ai oublié de l'écrire, ça c'est très mal, égal n plus 1. Donc dans ce cas-là, je peux appliquer l'hypothèse de récurrence. P, que je n'ai pas écrite, qui est là. Hop. On applique P à f' et f.f'. Hop. Faites les vérifications, ça marche. Deuxième cas, eh ben c'est le contraire. Quel que soit f' inclus dans f, cardinal de l'ensemble des G appartenant à G, donc, le cardinal de l'ensemble des garçons qui sont associés à au moins une fille de f', ça c'est strictement plus grand que le cardinal de f'. Et puisque c'est strictement plus grand, on a des entiers, donc ça va être plus grand que le cardinal plus 1. Et dans ce cas-là, en fait, je peux faire n'importe quel choix que je veux. Donc là, je prends f0 appartenant à f. Je choisis g0 appartenant à g tel que f0 est en relation avec g0. Hop. Donc je pose phi de f0 égale g0. Et puis j'applique on applique P. Qui est écrit là, au complémentaire de f0, donc f moins f0. Et le fait qu'on ait un plus 1 ici fait qu'on peut appliquer l'hypothèse de récurrence. Parce que là, on va enlever G0 au pire. Enfin, au pire, on enlève G0, donc ça fait plus 1 moins 1. Donc ça fait bien ça. Vous l'écrirez chez vous pour être convaincu. Donc voilà, j'ai démontré ce lemme des mariages. Et donc ce lemme des mariages va nous permettre de démontrer le théorème de l'axe. Donc on commence par définir une subdivision dyadique dn sur le tor qui est un ensemble de petits carrés. Ces carrés, je les note CIJ. Donc là, vous avez le dessin, vous avez la formule. Et les centres de ces carrés, en rouge sur le dessin, ici, je les appelle petits CIJ. Donc ça, c'est une photo de Peter Lax. Et donc le théorème de Lax, alors le théorème de Lax a été énoncé par Lax dans les années 70, mais en fait, c'est un théorème qui a été démontré par Oxtoby et Ulam justement dans le papier de 1941. Donc il est appelé le théorème de Lax, mais en fait, il est dû à Oxtoby et Ulam. Bref, ce théorème dit que pour tout epsilon et pour tout homéomorphisme conservatif f du tor, il existe n et une permutation cyclique sigma n de Cn telle que la distance de f à sigma n est plus petite que epsilon. Donc, autrement dit, à epsilon près, je vais trouver une permutation cyclique des centres des petits cubes qui va être arbitrairement proche de mon homéomorphisme f. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Il suffit d'appliquer bêtement le lemme des mariages. Donc, on va faire pareil un graphe. À gauche, je mets les cubes.
Et puis à droite, je mets les cubes. Et je trace un trait entre les cubes. Donc ça, c'est ma relation R. Et je trace un trait si f de CIJ intersecte CI'J'. Donc CIJ est en relation, je vais plutôt l'écrire comme ça. CIJ est en relation avec CI'J' si j'ai cette condition-là. OK. Donc voilà, j'ai un graphe qui va avoir cette tête-là. Hop. Et le fait que F préserve l'air me dit que je suis dans les hypothèses du lemme des mariages. Parce que si je prends une famille de n cubes au départ, l'air que j'aurai à l'arrivée sera égal à l'air que j'avais au départ. En particulier, cette famille de n cubes va intersecter au moins n cubes. Enfin, l'image de cette famille de n cubes va intersecter au moins n cubes à l'arrivée. Donc cette hypothèse de préservation de l'air me dit que je peux appliquer le lemme des mariages. Chic alors. Donc ça, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne une application phi qui va de l'ensemble des cubes que j'ai noté dn dans dn. Et je sais que cette application, elle est injective. Mais comme à gauche et à droite j'ai le même cardinal, cette application va être bijective. J'ai une application bijective telle que, quel que soit IJ, alors il faut que je l'écrive dans le bon sens, f de CIJ va intersecter phi de CIJ. Et donc si j'associe sigma, alors sigma ça va de Cn dans Cn, c'est ça? Ouais. Tout simplement, le centre du cube, je lui associe le centre du cube associé. OK. Ce sigma va vérifier que si j'ai sigma d'un centre, eh ben, le cube associé à ce centre, l'image de ce cube associé à ce centre va intersecter l'autre cube. Autrement dit, je vais faire un dessin. Et puis je vais essayer de faire un truc carré, comme ça on verra mieux ce qui se passe. Donc là, j'ai mon centre petit c, j'ai mon carré ici. L'image de ce petit carré par l'homéomorphisme, ça va être un truc qui a une forme bizarre. En tout cas, je sais que le centre, il est dedans. Et je sais que l'image de ce carré va intersecter le carré dont le centre est sigma de C. Et là, ce qu'on veut, c'est la distance de f de C à sigma de C. Et cette distance, en fait, elle est toute petite. Si on a choisi n assez grand. Bon, l'argument pour ça, je suppose que vous n'avez pas tous vu ce que c'est que l'uniforme continuité. Mais en tout cas, prenez ça comme une boîte noire.
l'uniforme continuité de f nous dit que si n est assez grand, alors la distance de f de c à sigma de c est plus petite que epsilon. Alors là, j'ai presque terminé parce que là, j'ai sigma, c'est une permutation. Or, le théorème nous dit qu'on veut une permutation cyclique. Et en fait, pour avoir une permutation cyclique, il suffit d'appliquer un lemme dû à Steve Alpern, lemme qui date des années 70 aussi, et qui nous dit je prends sigma, une permutation de l'ensemble à n éléments. Alors, il existe tau, une permutation de l'ensemble à n éléments, telle que, premièrement, tau fois sigma soit une permutation cyclique. Ça, c'est ce qu'on veut. Et tau est proche de l'identité. Alors, comment je vais écrire ça? Quel que soit x appartenant à z sur nz, la distance entre x et tau de x est plus petite que 2. Et la distance, elle est dans z sur nz. Bon, j'ai pas envie de rentrer dans les détails de ce lemme. Je pense que ça peut faire un bon exercice de prépa, si vous voulez, un exo de colle. Ça peut être marrant à donner aux étudiants. Mais en tout cas, ça vous dit que je vais pouvoir trouver un sigma prime proche de sigma qui va vérifier cette propriété-là, enfin qui va être cyclique. Comment je fais ça? Je prends mon ensemble de cubes et je les numérote de telle manière à ce que à chaque fois le suivant lui soit adjacent. Donc là, je vais avoir 1, 2, 3, je vais faire comme ça. Hop, 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 hop. Donc 4, 5, 6, etc. Et puis là, j'ai 15, je pense. Et je veux que 15 soit adjacent à 1 aussi, parce que là, j'ai quelque chose de cyclique dans z sur nz. Donc voilà, j'applique ce lemme-là. Alors, j'ai pas écrit, dû à Steve Alpern, et j'obtiens un taux qui est une permutation cyclique qui est proche de l'identité. Et quand je regarde ce que ça fait dans le tore, eh ben, ce taux ne va pas beaucoup me changer la distance, ça ne va pas me changer cette propriété-là. Au pire, j'aurai un 2 epsilon ou quelque chose comme ça ici. Donc je vais garder cette propriété, et sigma va être transformé en un sigma prime, tel que sigma prime est une permutation cyclique. OK. Donc on vient de démontrer le théorème de l'axe. Alors maintenant, là je vous avais annoncé que je ne parlerai pas trop de généricité. Là je vais juste vous donner une idée de comment on fait pour retrouver une application qui est presque transitive, proche de f. Donc j'ai f qui est un homéo du tore conservatif, donc qui préserve l'air. Je me donne un epsilon strictement positif et je veux trouver G encore un homéo tel que la distance de f à g
soit plus petite que epsilon. Et deuxièmement, G est transitif. Et en fait, je ne vais pas démontrer ça, je vais démontrer presque. Et là, vous allez devoir me croire sur parole. Quand on va démontrer qu'il est presque transitif, et quand on applique le théorème Neubert à cette propriété-là qu'on obtient, eh bien, on va obtenir la généricité de la transitivité. Alors, comment qu'on fait ça? En fait, on va démontrer que on peut trouver G tel que G restreint à mon ensemble de cubes que j'ai noté Cn est égal à sigma. Si je trouve un G qui vérifie ça, je vais avoir une orbite de G qui va être égale à l'ensemble des centres des cubes que j'ai ici. Et ça va me dire que je ne vais pas avoir une orbite qui sera dense, mais elle sera epsilon dense pour un certain epsilon positif. Enfin, l'epsilon, là, ça va être 1 sur 2 puissance n, quelque chose comme ça, avec peut-être un facteur racine de 2. Et en fait, c'est ça qu'il y a dans le presque transitif. Et croyez-moi, ça suffit, en appliquant le théorème de Baire, pour obtenir la généricité de la transitivité. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Donc là, je sais que j'ai un point C qui appartient au tor. Là, j'ai f de C. Et puis là, je n'ai pas f de C, j'ai sigma de C. Et je veux perturber ma loi f pour que l'image de C soit en fait sigma de C. OK? Et comment est-ce qu'on fait ça? En fait, on va le faire petit à petit. Et on va... Chacun de ces petits sauts-là, je vais appeler ça... Comment je vais l'appeler? Phi. Donc phi, ça va être un homéomorphisme conservatif qui va être petit en un certain sens et qui va me faire sauter f de C pas très loin. Et en fait, en coordonnées, c'est tout simple. Enfin, c'est tout simple. Je vais plutôt vous faire un dessin. Donc là, je vous dessine phi. Donc ça, c'est petit. Le disque est petit. Imaginez, vous avez une grande plaque de caoutchouc. Et vous fixez l'extérieur du disque. D'accord? Vous fixez, vous avez un espèce de cercle comme ça, qui ne bouge pas. Donc ce qui est à l'extérieur du disque ne bouge pas. Et puis vous avez un autre disque à l'intérieur, sur lequel vous fixez un autre tube comme ça, et puis vous le faites tourner. Vous le faites tourner d'un demi-tour. Donc qu'est-ce qui va se passer? Ça c'est fixe, tout ce qui est à l'intérieur du disque tourne d'un demi-tour. Et ce qu'il y a entre les deux, ça va tourner au milieu, là ça va tourner en gros d'un quart de tour. Ici ça va tourner un tout petit peu, et puis ici ça va tourner de ça, voilà. Si on l'écrit en coordonnées, ça me fait... Alors si j'appelle ce point-là x, phi de x plus r ei θ, ça va être égal à x plus r ei θ plus une certaine fonction alpha de r. Avec alpha de r, une fonction qui va avoir cette tête-là.
Donc là, ça va être égal à pi. On va mettre des parenthèses ici. Là, ça va être égal à 0. Puis là, c'est continu. Voilà. On a l'expression en coordonnées. Ça nous donne un homéomorphisme conservatif qui va envoyer ce point-là sur ce point-là. C'est exactement ce dont j'ai besoin là-bas. Maintenant, je compose plusieurs phi de ce type-là. Et je vais pouvoir envoyer mon point que j'avais au début. Voilà, mon f de c qui est ici, je l'envoie ici, je l'envoie ici, je l'envoie ici. Et au fur et à mesure, comme ça, je peux tomber sur sigma de c. Est-ce que vous êtes convaincus? Bon. Donc voilà, des idées de preuve de ce théorème de généricité de la transitivité. Alors bien sûr, il faut faire ça pour tous les C et F de C. Et j'ai mis des détails techniques sous le tapis parce que c'est possible qu'on ait des trucs de ce type-là. Donc là, j'ai C et F de C. J'ai envie de faire ça. Et puis là, j'ai C' et F de C'. Puis là, on voit qu'il y a un petit souci ici, donc il faut traiter ces cas-là. C'est un petit peu pénible à écrire, mais ça se fait bien. Oui, bien sûr, oui. Alors, et la suite. Donc il me reste 10 minutes pour parler un peu de la suite. D'un certain point de vue, les homéomorphismes génériques représentent assez mal un certain nombre de systèmes physiques, dans le sens qu'ils sont dérivables nulle part. Je ne sais pas si vous avez suivi ce qui a été dit ici il y a un mois, mais on parlait du mouvement brownien qui est dérivable nulle part. Et bien là, c'est un peu pareil. Quand on prend un homéomorphisme générique, il va être dérivable nulle part. Alors, pour représenter des phénomènes tels que le mouvement brownien, ça peut paraître pas si mal, mais il y a certains phénomènes physiques qui, eux, vont avoir un comportement plus régulier. Donc, on va chercher à savoir ce qui se passe quand nos systèmes sont différenciables. Et la question, c'est qu'est-ce qui se passe en régularité plus grande? Et ça, le premier résultat qu'on a là-dessus, c'est le théorème de Kolmogorov, Arnold et Moser. Alors, les difféomorphismes, c'est en un certain sens les homéomorphismes qui sont dérivables. Et donc, dans l'ensemble des difféomorphismes conservatifs du Tor, on va avoir un ouvert de difféomorphisme non ergodique. Donc, si au lieu de l'espace des homéomorphismes, je regarde l'espace des difféomorphismes, je vais avoir un difféomorphisme f tel que sur tout un voisinage de ce f, je suis non ergodique. Donc ça détruit un petit peu l'hypothèse ergodique de Boltzmann en régularité plus grande. Mais en fait, on a certaines restrictions sur les endroits où ça arrive, ça. Je vais faire un dessin plus gros. Donc voilà, ça c'est l'espace des difféomorphismes du Tor préservant l'air. Donc là, par là, je sais que je vais avoir des bonhommes non ergodiques. Mais on connaît des restrictions pour avoir ce type de phénomène. Et on va regarder ce qui se passe dans le complémentaire de ces restrictions. Donc là, à droite, on va avoir l'espace des difféomorphismes partiellement hyperboliques. Je ne vais pas donner la définition, mais le théorème qu'on avait dans le premier slide nous dit que dans cette sous-classe de difféomorphisme, eh ben, on va avoir l'ergodicité stable, c'est-à-dire que on va avoir un ouvert dense de bonhommes qui sont ergodiques.
Donc c'est plus fort que ce qu'on avait avec Oxtoby et Ulam. Avec Oxtoby et Ulam, on avait quelque chose qui était générique, et là, on a un ouvert-dense. Et donc ça, c'est en un certain sens, la dynamique en régularité plus grande. Bon, bien sûr, on ne va pas pouvoir avoir l'hypothèse ergodique, mais la dynamique, elle est plus riche, parce que parmi les homéomorphismes, l'ergodicité était générique, et là, on a plusieurs types de comportements parmi ces difféomorphismes. On a des endroits qu'on connaît où, sur un ouvert dense, on a des bonhommes qui sont ergodiques, et on a des endroits où, sur certains ouverts, on n'est pas ergodique. OK ? Et comment fonctionne la preuve de ce théorème d'Avila, Crovisier et Wilkinson ? Donc, je vous avais promis le mixeur, il est là. D'ailleurs, c'est pas un mixeur, c'est un mélangeur. C'est un peu une aberration syntaxique. Alors en anglais, il y a deux termes. Et donc ça correspond en français à mixeur. Et ça correspond à mélangeur. Sauf que les gens, pour désigner l'objet mathématique, ils se sont dit, on va choisir ça. Et puis en français, on va choisir ça. Voilà, donc en plus c'est des gens très bien. Bon, on peut parler de mixeur ou de mélangeur, mais en tout cas l'idée, bon, je vais dire quelque chose d'horrible mathématiquement, je pense. L'idée, c'est qu'on a une espèce de grand récipient avec un truc qu'on veut mélanger, et on commence par touiller comme la sorcière. Donc ça, en un certain sens, ça permet de touiller, mais ça ne permet pas d'éliminer les grumeaux. Et pour éliminer les grumeaux, on a besoin d'un mixeur. Donc juste un petit endroit, on va mettre un mixeur pour casser ces grumeaux, et puis on met une sorcière qui touille pour en fait homogénéiser tout ça. Et ça, à la fin, ça nous fait l'ergodicité. Vous êtes convaincus, hein ? Et alors, je vais prendre 5 minutes pour vous parler un petit peu de moi, ce que je fais dans la vie. Parce que quand on est matheux et qu'on a sué pendant des années sur un problème, on aime bien les raconter, même si les gens ne comprennent pas forcément. Donc dans les années 90, Étienne Gis avait posé la question suivante. Est-ce que la dynamique des discrétisations d'un homéomorphisme conservatif ressemble à celle de l'homéomorphisme ? Donc en un certain sens, on revient à ce qu'avait fait Lorentz. Lorentz, il avait fait des simulations numériques de notre système. Mais on n'avait aucun moyen de savoir si ces simulations reflétaient vraiment la réalité ou pas. Est-ce que ces simulations avaient un sens ? Vu qu'on a une dépendance sensitive aux conditions initiales, à chaque fois qu'on fait une erreur de calcul, eh ben, on va sauter d'une orbite à une autre, et c'est possible que ces erreurs s'accumulent. Et à la fin, c'est possible que ce qu'on a calculé, en fait, ce n'était pas du tout l'orbite qu'on avait au départ. Et donc, dans les années 90, Gis pose cette question dans un article. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que les simulations numériques ont un sens ? Et puis, comme personne n'avait répondu à cette question, et il est beau Étienne, il y a mon directeur de thèse qui a reposé la question. En fait, c'est exactement la même, mais 15 ans plus tard. Et voilà le type de résultat que j'ai obtenu. En fait, pour un homéomorphisme conservatif générique du tore, la dynamique des discrétisations va dépendre de manière chaotique de la grille de discrétisation choisie. Donc, suivant la grille de discrétisation qu'on choisit, le comportement va être complètement différent. Donc, en un certain sens, les discrétisations prises individuellement vont avoir aucun sens.
Mais si on se souvient un petit peu de la philosophie de Poincaré, dans la philosophie de Poincaré, on nous dit quand on a un comportement chaotique, si on moyenne ces comportements, on va pouvoir faire émerger quelque chose une propriété de notre système. On va pouvoir comprendre comment se comporte notre système. Et en fait, c'est un peu ce qui se passe dans ce cas-là. On va utiliser ce comportement chaotique des discrétisations suivant le moyen de discrétiser qu'on choisit. Et ça permet de calculer des invariants dynamiques. Donc ça, c'est... je ne vais pas vous définir ce que c'est. C'est le calcul d'un certain invariant dynamique d'un homéomorphisme du tore, qu'on appelle l'ensemble de rotation. À gauche, c'est l'algorithme naïf. Et à droite, c'est l'algorithme qu'on utilise justement avec ces idées de Poincaré, de tirer parti de ce comportement chaotique. Et ce qu'on voit, c'est que à gauche, on détecte presque pas l'ensemble de rotation, tandis qu'à droite, on détecte beaucoup plus que ce qu'on avait à gauche. Et donc, dans un certain sens, dans ce cas-là, les discrétisations peuvent s'avérer utiles pour comprendre la dynamique de notre homéomorphisme de départ. Je crois que c'est l'heure que je m'arrête. Merci. Bon, on passe aux questions. Alors, levez le bras pour m'indiquer que vous voudriez poser une question. Bon, bonjour. J'ai pas compris ce que c'était une grille de discrétisation. Ah, c'est exactement... je peux le définir. C'est tout simple. C'est l'ensemble des centres des carrés qu'on avait tout à l'heure. On regarde l'ensemble des centres. Je peux même définir ce que c'est que la discrétisation. Donc ça va être la grille de discrétisation CN. Et à cet ensemble de cubes et à cette grille CN, je peux associer une projection PN, P indice petit n, qui va du tore dans CN. Et ça, en fait, c'est juste... Pn, c'est juste la projection sur le point de la grille le plus proche. Donc un point qui sera dans ce carré-là va être projeté sur le point de la grille le plus proche. Et je définis la discrétisation Fn comme étant Pn rond f. Pour calculer Fn de x, calcule f de x, et je reprojette sur le point de la grille le point de la grille le plus proche. Et ça, en restriction, ça me fait une application qui va de la grille Cn vers la grille Cn. C'est vraiment une modélisation très bébête de ce que fait l'ordinateur. Si là, si là on a 2 puissances n intervalles ici, ces points-là, ce sont les points... Bon, à une translation près, mais c'est les points qui vont être représentés avec au plus n chiffres après les virgules en binaire. D'accord? Donc ça, c'est un peu ce que fait l'ordinateur, ce truc-là, quand il travaille avec une précision fixe de n chiffres après les virgules. D'accord. Ah, merci. Bonjour, merci pour l'exposé déjà. Je me demandais à quel point est-ce qu'il faut perdre en régularité si on veut récupérer de manière générique le caractère mélangeant du système. Parce que là on a juste vu pour le cas pour l'ergodicité, et si on voudrait avoir de manière générique des transformations qui sont mélangeantes. Alors, j'imagine que dans le cas continu ça marche pas. Alors dans le cas continu, c'est pas si facile de démontrer ça.
mais c'est un théorème de Katok et Stépine. À peu près 1970, qui nous dit que un homéo conservatif générique n'est pas mélangeant. Et en fait, ah oui, j'ai oublié de le dire, l'idée de la preuve du théorème d'Oxtoby-Ulam, c'est vraiment très similaire à ce qui se passe pour l'idée de la preuve de la généricité et de la transitivité. Il faut juste mettre un peu d'ingrédients de théorie de la mesure. Là, c'est un peu la même idée. En un certain sens, à epsilon près, un homéo générique. Un homéo générique, ça va être une permutation des cubes. Et ça, on voit que la permutation des cubes, c'est un peu ce qui se passe, c'est même exactement ce qui se passe dans le cas de la rotation sur le cercle. On ne va pas pouvoir mélanger dans ce cas-là. Donc, puisque à epsilon près, on n'est pas mélangeant dans ce sens-là, Katok et Stépine arrivent à démontrer qu'un homéo conservatif générique n'est pas mélangeant. Maintenant, si on n'est pas ergodique, forcément on n'est pas mélangeant. En revanche, dans ce cas-là, on n'est pas seulement ergodique, on est aussi mélangeant. J'espère que je ne dis pas de bêtises en disant ça. Donc, en fait, c'est presque la même preuve pour démontrer que, en fait, on est plus qu'ergodique, on est mélangeant sur ces ouverts-là. Ça répond à la question? Oui, ça répond. Okay. J'aimerais revenir sur le fait que Jerry réapparaisse au bout de 30 unités de temps. Okay. J'imagine que c'est dû au fait qu'on code sur des flottants, et donc on finit par retomber sur des entiers. Alors, oui, on code pas, on code en un certain sens sur des flottants, on code sur une grille. En fait, on code sur une grille de ce type-là. Et justement, la discrétisation, là, dans ce cas-là, c'est quelque chose de très particulier dans le cas où on avait l'application linéaire. Dans le cas où l'application est linéaire, on n'a même pas besoin de reprojeter. Dans le cas de l'application linéaire, A de Cn, c'est exactement Cn. Donc ça, c'est déjà une propriété très forte. Et A de A, en restriction à Cn, c'est une bijection. Donc, puisque c'est une bijection, cette bijection, donc c'est un élément de Sn qui va avoir un ordre, et donc un de ses itérés va être égal à l'identité. Et en fait, il s'avère que quand on fait des calculs de l'ordre de cette bijection, cet ordre est très petit par rapport à ce à quoi on s'attend. Et en fait, on a envie de dire que c'est une propriété très particulière de notre application linéaire. Et effectivement, c'est quelque chose qui ne se passe pas du tout pour les homéomorphismes conservatifs génériques, au sens où la discrétisation Fn sera pas toujours une bijection, et sera même souvent loin d'être une bijection. Et donc on n'aura pas ce phénomène de récurrence qu'on avait pour le chat. D'accord. Est-ce qu'il serait judicieux, dans ce cas particulier, à chaque itération, de rajouter une toute petite fluctuation pour perdre la propriété de retour? Alors, ça dépend ce qu'on appelle fluctuation. Le problème, c'est qu'on veut représenter des images. Donc, ce qu'on a fait, en fait, c'est on a calculé l'image par A du centre de chaque pixel. Si on fait une petite fluctuation, le problème, c'est que, bon, très bien, on va se débarrasser de ces problèmes du fait que ça revient, mais on n'aura pas forcément une image. Parce que dans ces cas-là, c'est possible que si j'ai 2 pixels au départ, à l'arrivée, ils vont se superposer. Et donc, pour faire une représentation graphique, ça sera un peu galère.
Donc, en un certain sens, dans la philosophie, dans l'idée, oui, c'est une bonne idée de faire des perturbations, mais pour faire une représentation, ça va être un peu plus compliqué. Et on a même, dans le cas de cet Anosov, de cette application du chat d'Arnold, on a des théories qui nous disent justement que si on fait une petite perturbation à chaque fois, on va bien retomber sur, en fait, si on regarde comment ça se répartit dans le tore, on va bien retomber sur quelque chose qui sera uniformément réparti dans le tore. Ce qui n'est pas le cas ici. Si on prend un centre d'un cube au départ, ça va toujours être un centre d'un cube, et donc ça ne va pas être bien réparti dans le tore. Merci. Merci beaucoup pour cette conférence. La question que j'avais concernait le fait d'avoir choisi un tore comme espace des phases. Pourquoi ce choix? Parce que pour l'exposer, c'est facile de faire des dessins. D'accord. Tous les théorèmes que j'ai mentionnés marchent pour des variétés compactes de dimension plus grande que 2. Donc on peut penser à des tores de dimension plus grande, on peut penser à la sphère, on peut penser à des surfaces qu'on cette tête-là. Donc voilà, ça marche pour n'importe quelle variété compacte. D'accord, merci. D'autres questions? Bon, eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, on va terminer la séance de Mathématiques Park ici pour aujourd'hui avec le traditionnel petit goûter que je vous invite à partager dans l'espace commun et vous pourrez poser toutes les questions que vous n'avez pas osé poser à Pierre-Antoine autour d'un café, d'un coca ou de tout ce qui vous ferait plaisir. Voilà. Donc, à la prochaine, qui sera sans doute en janvier. Et on est en train de faire le programme pour l'année prochaine, qui devrait arriver très bientôt. Je vous souhaite une bonne fin de samedi après-midi.